Salut à tous, bonsoir à tous. Présentement, je me retrouve comme ça en campagne et je fais cette vidéo en soirée ainsi pour répondre aux différentes questions de nos internautes. À la question de l'internaute de savoir quelle est la différence qui existe entre la micro et la macroéconomie. J'ai préféré donc faire cette vidéo en quelques 15 minutes pour pouvoir essayer de répondre à ces préoccupations. Alors, j'ai quand même préparé un exposé en voulant d'abord définir d'une part, la macroéconomie et de l'autre part la microéconomie. Et j'aimerais donc à la fin de cette vidéo, vous puissiez connaître ou cerner très bien la différence qui existe entre la micro et la macroéconomie. Donc, je suis présentement comme ça en campagne et je serai en ville peut-être dans les heures qui suivent. Ainsi, quand on me pose la question de savoir, Sylvain ou Amel, quelle différence existe entre la microéconomie et la macroéconomie? Moi, je ris simplement parce que c'est vraiment très amusant. C'est très amusant. Donc, cette question pour moi là ne doit pas avoir un sens. Pour quelqu'un qui est économiste ou qui se dit jeune économiste ou futur économiste, il doit déjà connaître la différence quand on parle de micro et de macro. Parce que même sans définir la microéconomie et la macroéconomie, depuis les classes intermédiaires, on nous a appris dans les salles que la microéconomie, micro veut dire ce qui est petit. Micro veut dire ce qui est petit. Le néologisme ou alors le préfixe micro veut dire ce qui est petit. Alors que macro veut dire ce qui est grand. Donc normalement même, en entendant juste les néologismes et les préfixes micro et macro, on peut déjà très bien cerner la différence qui existe entre les deux vidéos. Entre les deux thèmes, autant pour moi. Alors, mais qu'à cela ne tienne, j'ai toujours voulu mieux définir dans un contexte scientifique la microéconomie et la macroéconomie. De ce fait, quand on parle de micro et macroéconomie, toutes ces deux sciences sont des branches de la science économique. Mais quelle est donc la différence entre la microéconomie et la macroéconomie? Les deux sciences, les deux branches de la science économique ne sont pas liées. Il y a une distinction franche entre la micro et la macroéconomie. Quand on parle de la microéconomie, il faut d'abord savoir que la microéconomie porte l'essence ou son objet sur le consommateur individuel, sur le producteur individuel, au fait sur l'agent de la société individuelle. Donc, si peut-être on veut étudier le prix, par exemple, d'un bien de consommation, la formation du prix, si les prix varient, si le revenu varie, tout cela a l'influence sur le comportement d'achat du consommateur. Si par exemple, le fournisseur qui vend peut-être sa matière première à l'entreprise et que l'entreprise à son tour va acheter ses matières premières, si ces matières premières coûtent moins cher, vous voyez encore là que chez le producteur, la matière première doit aussi être influencée selon les achats de la dite entreprise. Par contre, si on regarde sur la macroéconomie étudie plutôt les agrégats globaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les grandes variables qui constituent la nation à l'échelle nationale ou à l'échelle étatique. Vous allez voir par exemple le PIB, qui est le produit intérieur brut. Vous allez voir peut-être le produit national brut. Tout ça sont des grandeurs à l'échelle nationale. Alors le PIB, c'est le produit que produit tous les agents économiques d'une société ou d'une nation ou d'une communauté. C'est donc ça. Donc, est-ce que alors c'est dit donc que si on veut connaître par exemple la formation des prix en macroéconomie ou chez les classiques, est-ce qu'on doit prendre directement la consommation chez tous les consommateurs individuellement? Chez les classiques, c'est un peu ce qui peut se dire, mais ce n'est pas réellement ça. Parce qu'avec l'avènement de John Maynard Keynes, on va comprendre que vraiment, les classiques dans les crises de 1930 ou des années 30 étaient vraiment incapables d'expliquer la crise de 1930. D'où vient la naissance de la macroéconomie. Ce brillant économiste John Maynard Keynes, qui, avec son œuvre sur la théorie générale, n'a pas été très bien compris. Après, entre les deux guerres, est revenu son œuvre, parce que son œuvre va encore susciter les polémiques au sein de la société intellectuelle ou universitaire. Bon, j'ai un peu essayé de faire quand même un condensé de cours pour répondre à cet internaute qui voulait savoir évidemment la différence qui existe entre la microéconomie et la macroéconomie. Dans mon exposé, j'ai pris le temps
de vous recadrer quelque chose de si important. La macroéconomie est la branche de la science économique qui cherche à expliquer le fonctionnement de l'économie dans son ensemble. Alors, elle a pris toutes ses lettres de noblesse en 1936 sous la plume de John Maynard Keynes avec la publication de la théorie générale de l'emploi et de l'intérêt de la monnaie. C'est à travers cette grande œuvre de ce grand économiste que aujourd'hui, si on parle de macroéconomie, c'est ce livre-là qui a permis de faire en sorte que la lumière puisse être éclairée à travers la macroéconomie, à travers cette œuvre-là. Bon, si on peut prendre de ça, on va se rendre compte que elle étudie des phénomènes économiques globaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, en s'intéressant aux résultats d'ensemble des décisions que prennent les ménages, les entreprises et les gouvernements. Donc vous voyez donc que tous ces gens-là, les ménages, les entreprises, les gouvernements, les sociétés financières ou quasi-financières, sont des agents économiques qui appartiennent bel et bien dans des secteurs institutionnels bien définis. Nous allons dans d'autres vidéos encore mieux définir ces secteurs institutionnels auxquels appartient n'importe quel agent de la communauté étatique. Alors, donc, on dit donc qu'en tant que science, elle a pour but de comprendre et de construire mentalement la réalité économique. Son objectif principal est de fournir une certaine compréhension de l'évolution économique. Alors, de la situation économique, que ce soit au niveau national ou international, et de proposer des outils simples qui permettent de comprendre le présent et de prédire de façon approximative l'avenir immédiat. Donc vous voyez donc que la macroéconomie est là pour étudier le présent et pour essayer aussi d'étudier et de prévenir aussi le futur. Ok les gars? Donc on veut en sorte que la macroéconomie puisse prédire et prévenir le futur. C'est ça un peu la nouveauté ou la touche nouvelle que John Maynard Keynes veut apporter à l'économie nationale. On peut pas sourire, non les gars? Oh, ici au village, ce qui me plaît que la campagne ici, tout est bien, vous voyez, il y a les arbres, il y a la nature, tout est comme ça. Donc quand on fait un cours à ce moment-ci en macroéconomie, on est très fiers. Et n'importe qui doit être fier vraiment de participer à ce cours. Donc l'internaute qui m'a posé cette question, vraiment, je peux lui dire merci parce qu'en ce moment, avec la fraîcheur et un peu les arbres, tout est comme ça, traditionnellement, nous sommes fiers de voir ce beau paysage. Hein? Et nous, on aimerait ça. Avant tout, d'abord, aussi, il faut se connaître que l'enseignement ou l'éducation, c'est aussi le divertissement. Tout ce qu'on fait, qu'on aime, on est productif. On ne peut pas trouver des gens qui sont productifs, mais qui ne sont pas fiers de faire ce qu'ils font. Donc, impossible. Donc, quand on se retrouve sur un endroit comme celui-ci, on est fiers. Parce que dans les campagnes, il y a la nature. Mais quand on est en ville, on ne trouve pas la nature. Et on s'est atrophié de telle sorte que même la chaleur dégage. Alors les gars, donc nous sommes là alors. Bon, revenons au sujet, hein, parce qu'on n'oublie pas surtout ce qu'on est en train de faire les gars. Ok? Donc, comme vous voyez là, je suis comme ça avec Evich-Tech. C'est la maison où je prends tous les documents, où je travaille, comme je vous ai dit dans certaines vidéos. Donc c'est elle qui me sponsorise mes voyages dans les campagnes, c'est elle qui me donne. Donc je suis comme ça dans ce village grâce à Evich-Tech pour toujours faire la promotion de ces documents un peu de partout. Et c'est pour ça que j'aimerais que notre challenge c'est de faire plus de 1 million dans cette chaîne qui recherche la connaissance, le savoir 2.0 dans toutes les couches de la société. Donc on doit être capable que n'importe qui à travers cette vidéo puisse publier dans les réseaux sociaux, puisse faire de telle sorte que n'importe qui où il se trouve, il puisse avoir cette vidéo. Envoyez et faites des commentaires et appuyez sur des j'aime parce que c'est ça la connaissance. Nous ne vous demandons rien du tout. Ce n'est que votre encouragement, vos remerciements qui nous donnent la force et la grâce par le Seigneur Jésus-Christ de continuer notre élan de cœur. Voilà. Donc, revenons à nos moutons parce que c'est ça qui est intéressant ici au village. Quand on est au village comme ça et qu'on mange du bon maïs et qu'on mange par exemple des prunes, des goyaves, tout et comme ça, on ne peut qu'être fier. Voilà. Alors, donc, je disais tout à l'heure que la tâche principale des économistes consiste à découvrir les lois qui régissent le comportement économique. Cela passe par l'observation et la mesure rigoureuse et systématique des phénomènes, ainsi que par la mise au point de la formulation de théories susceptibles d'interpréter les observations et de les orienter. Pour élaborer une théorie économique, on construit un modèle économique. Déjà, qu'est-ce qu'un modèle?
un modèle, c'est quoi? Un modèle peut être défini comme quoi? Une représentation d'une carte économique ou alors une représentation des différentes grandeurs ou des différents agrégats d'une nation. Il faut déjà prendre cela un peu ainsi. Alors, je parlais donc des modèles économiques. On va donc voir dans la suite des différents cours le modèle ISLM, le modèle de la fonction consommation keynésienne, ainsi de suite. Il y a plusieurs autres modèles. Donc au fur et à mesure qu'on doit avancer dans nos différentes vidéos, on doit voir ainsi comme ça les différents modèles. Donc les gars, vous savez que nous sommes dans les champs, donc on a peur, il faut qu'on guette toujours derrière. Mais c'est quand même bien parce que on a la fraîcheur là qui revient. Alors, ainsi, par la mise au point de la formulation des théories susceptibles d'interpréter les observations et de les orienter. Pour élaborer une théorie économique, on construit un modèle économique et on le vérifie ensuite. Le bien fondé de celui-ci. Un modèle est une sorte de représentation imaginaire de l'économie et d'une partie de celle-ci. Donc, un modèle est une sorte de représentation de la vie économique d'une nation. Voilà. Il faut bien comprendre cette définition-là. Elle est fondamentale et indispensable pour la continuité du cours. Alors, les hypothèses et les implications. La théorie économique est abstraite et abstraite. La théorie économique est abstraite. C'est justement ça. C'est ça qui rend la complexité de l'économie, en particulier de la macroéconomie. S'engager à cette question-là, il faut vraiment prendre du recul, parfois, avant de tirer maintenant là. Oh les gars, ok. En fait, on revient sur le cours. Je blague, c'est la blague. Ok, bon. Les hypothèses constituent le fondement du modèle et définissent des relations de cause à effet. Une hypothèse scientifique n'est pas forcément, c'est mon cours que j'ai préparé, n'est pas forcément une hypothèse vraie. Donc une hypothèse scientifique n'est pas forcément une hypothèse vraie. Ce qui peut être vrai aujourd'hui, demain peut être faux. Donc c'est pour ça que nous appelons des hypothèses. Et ces hypothèses-là, on les utilise juste à l'instant T, qu'on a un problème à l'instant T. Donc on n'est pas là pour dire que ce qui est vrai aujourd'hui, forcément va toujours être vrai demain. Non. En théorie économique, un modèle peut être vrai là, et dans quelques heures ou dans quelques jours, ça s'avère faux. Eh les gars, donc restez connectés toujours, parce que le meilleur est en train d'arriver déjà. Donc, c'est-à-dire vérifier dans la réalité. Une proposition est scientifique lorsqu'elle est réfutable. C'est-à-dire lorsqu'il est possible de la confronter aux faits. Quand on a des modèles qu'on nous donne là vraiment, prenons par exemple le modèle de notre cher beau pays, le Cameroun. Parce que j'aime mon pays, j'aime le Cameroun. Quand on prend peut-être le modèle économique camerounais, lorsqu'on le représente par exemple dans les laboratoires économiques, et qu'on peut-être on mène des études, parce qu'il faut comprendre quand même que ce sont des longues études qu'on mène, et qu'on ressort du labo peut-être avec des données que nous confère le dit modèle. Est-ce que les résultats que nous sortons là corroborent exactement avec la vie physique de ce que nous vivons dans notre économie nationale? C'est là où il y a le point d'interrogation. Donc, il savait que ce modèle peut être approximativement vrai. Pas totalement, bien sûr. Parce qu'il y a toujours des erreurs et des petites erreurs qu'on peut commettre et ainsi de suite. Donc, c'est normal, les gars. Alors, c'est-à-dire lorsqu'il est possible de confronter aux faits, selon ce critère dû à Karl Popper. Karl Popper est un économiste. Si les faits contredisent une hypothèse, on la rejette. Donc, pour Karl Popper, si les faits contredisent une hypothèse, on la rejette. Donc, quand vous appelez hypothèse, et si on simule ces hypothèses et qu'on se rend compte qu'au retour, au feedback, les données que nous avons perçues sur le terrain sont contradictoires avec les hypothèses énoncées dès le départ, moralité, on rejette les hypothèses là. C'est ce que Karl Popper, un brillantissime économiste, qui nous informe ainsi, les gars. Ok? Voilà. Alors, on continue, mais simplement qu'elle n'est pas réfutée dans l'état actuel des connaissances. On peut la rejeter, mais dans l'état des connaissances actuel, on peut toujours essayer de l'étudier, afin de savoir ou de connaître c'est dû à quoi, qu'est-ce qui est à l'origine, de sorte que ce modèle puisse ne pas être vérifié. Donc,
On parle alors d'hypothèse performante et on la retient en attendant qu'une meilleure vienne la remplacer. Les implications découlent d'un raisonnement économique et sont le résultat du modèle. C'est ça. Quand on prend un modèle et qu'on teste, ce qu'on ressort avec sont les implications que le modèle nous donne. Et comme le modèle nous donne ces résultats-là, on va les confronter. Si elles s'avèrent justes, on les retient. Si elles s'avèrent fausses, on les rejette tout simplement. Ce raisonnement a une approche positive, c'est-à-dire qu'il essaie de définir le modèle tel qu'il est et non tel qu'il devrait être. On renonce à porter un jugement de valeur. C'est ça. Ce raisonnement s'effectue sectaris paribus, toute chose égale par ailleurs. C'est ça qui est en latin. Locution latine qui signifie toute chose égale par ailleurs. À partir de cette démarche, nous allons tout d'abord repérer et analyser les forces qui permettent de créer et d'échanger les biens et services. Ceci sera assuré par l'étude de la fonction de production et par l'analyse du marché des biens ou des services que nous allons faire dans les vidéos prochainement. L'utilisation de ces biens et services nous conduira à l'étude des fonctions de consommation et d'investissement. À partir de la fonction de consommation keynésienne, on peut mettre en évidence le multiplicateur d'investissement. Donc, lorsque je serai en ville, on va essayer de démontrer dans le laboratoire comment est-ce que nous pouvons essayer de mettre en exergue le fameux multiplicateur d'investissement. Voilà. Qui est à la base de toute politique budgétaire et fiscale. Si un État n'investit pas, si un État n'épargne pas, comment doit-elle investir ailleurs? C'est tout ça le problème. Et c'est là où les choses commencent à être complexes. Ça veut dire énigmatique, difficile. La progression dans l'analyse macroéconomique sera complétée par la prise en compte du rôle de la monnaie dans une économie qui se poursuivra par une synthèse macroéconomique avec le modèle ISLM. Avec le modèle ISLM. Bon, on a parlé de la monnaie. J'ai vraiment un grand problème quand on parle de la monnaie. Ce qui me dérange est que quand on parle de la monnaie, si nous interrogeons n'importe quel citoyen lambda, qu'est-ce que la monnaie, il ne pourra rien vous dire. Et c'est ça qui me dérange le plus. D'autant plus qu'on parle de monnaie. La monnaie, c'est quoi? Ceci, je ne peux pas le répondre étant ici. Ça va causer véritablement un grand débat entre les grands débattants sur un panel. Parce qu'on a pour intention d'organiser un grand débat autour de la monnaie. Et chaque intervenant donnera ce qu'il entend par monnaie. Parce que notre but est de fabriquer des esprits brillants. Notre but est d'éclairer les uns et les autres afin de prendre tout ce que nous faisons au sérieux. Dans l'histoire de la monnaie que vous voyez là, c'est sans monnaie, comment fonctionne l'économie? Voilà encore une grande question. Avant que la monnaie n'existe, l'économie fonctionnait comment? Voilà encore autre temps, entre autres, les questions qui se posent. Donc, moralité, pour clôturer les choses, on définit de façon simple. La microéconomie, on a compris que ça porte sur la formation des prix, ça étudie la formation des prix, ça étudie dans le comportement individuel des différents agents économiques. Voilà déjà deux grands points fondamentaux que l'homme doit retenir lorsqu'il parle de la microéconomie. Par contre, la macroéconomie étudie l'économie globale d'une nation. Et pour étudier cette économie globale d'une nation, elle a besoin des agrégats. J'ai pris par exemple l'exemple du PIB, qui est un agrégat utilisé dans toutes les nations, du produit national brut. Donc, voilà en quelques lignes ce que je peux donner comme retenant. Donc, la microéconomie étudie la formation des prix et étudie aussi le comportement des différents agents pris individuellement. Alors que la macroéconomie étudie l'économie globale d'une nation à travers les différents agrégats et en utilisant des modèles économiques bien définis. Donc, j'étais juste pour répondre, cette courte vidéo que j'ai faite était juste pour répondre à cet internaute qui m'a posé la question de savoir, Sylvain, quelle différence
existe entre la microéconomie et la macroéconomie. Je pense maintenant qu'avec cette petite vidéo que j'ai établie en zone de campagne, parce que je suis comme ça un peu en campagne, et je suis comme ça envoyé par Evistech pour un petit séminaire, une petite formation. Et je compte de mon retour continuer vraiment à mieux expliquer à cet internaute ce qu'on entend directement par macroéconomie, parce que même ce que j'ai donné, c'est une définition très large et très vague. Mais pour l'instant, il faut d'abord souffler en attendant que j'arrive au laboratoire d'ici les jours à venir. Donc, merci vraiment pour tous ceux qui visualisent et qui continuent toujours à nous motiver, à nous encourager pour cet élan de cœur que nous avons voulu faire, de telle sorte que, en plus, au terme vraiment de cette série de vidéos, motiver les uns et les autres. Donc que nous tous nous passons à l'action, que nous étudions bien, que nous fournissons aussi des bases de données de telle sorte que même les Occidentaux, même les Européens, même les Américains, n'importe qui, puissent aussi voir que nous, les négros, grâce à là, nous pouvons aussi faire mieux. Nous avons vraiment un QI qui est très élevé et nous ne l'utilisons pas. Donc maximisons, faites des live diffusions en montrant que à travers cette chaîne, nous allons promouvoir la connaissance de 1 million dans le monde entier. En commençant par notre cher beau pays, le Cameroun, et en se projetant à l'extérieur. Les gars, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce de j'aime pour continuer à nous motiver, à vous donner la quintessence de la connaissance. Alléluia. Amen. Bye les gars. Au revoir les gars. Bye bye.